Bon, salut à toi, bienvenue sur RDBM ce dimanche matin. Alors je te le dis tout de suite, cette vidéo est sponsorisée par personne, évidemment. Ça, quelque part, c'est un peu dommage. Si jamais, je te rappelle, si jamais d'une manière ou d'une autre, tu voulais aider la chaîne à travers des conseils que tu peux me donner sur ce que je fais, sur ce que je devrais faire, sur qu'est-ce que je devrais que tu penses que je vais faire, éventuellement une idée sur des pièces, fournir une pièce d'occasion, moi ça me va quoi, tu vois. Bon, si après tu veux faire plus, comme certains, faire un don sur la chaîne, t'hésites pas, ça ne fera qu'agrémenter la chaîne et peut-être accélérer les interventions. Tu penses bien que parfois le budget permet pas de faire tout ce que tu voudrais que je fasse, que je pense que je vais faire, quoi. Tu comprends? Bon, écoute, il y a des fois je me demande si je suis pas fou, je sais pas. Est-ce qu'un fou sait qu'il est fou? Je sais pas. Tu vas me le dire. Bon là, écoute, une peau de bête, un salon, et tu peux faire une resto de Vespa. Tu vois, écoute, je l'ai monté là. Il manque le moteur, la roue arrière, ça va venir, t'inquiète pas. Alors, ce Vespa, tu l'avais vu entier, donc il est de 1977. C'est un Vespa 125 GTR de 1977. Il était plutôt en bon état, mais bon, il avait vécu, en termes de... La peinture avait vécu, la carrosserie un petit peu, beaucoup de pièces, caoutchouc, tout ça, c'était vieillot. Donc, je l'avais intégralement démonté. Ça avait été le projet qu'on m'avait donné, c'était de le démonter, de le réviser et de le remonter. Je ne me chargeais pas pour cette fois-ci de la peinture. Ça m'allait bien, ça me fait chier de poncer, donc un peintre s'est occupé de ça. Moi, cette semaine, je suis resté au chaud, ici dans le salon, et pièce après pièce, j'ai commencé à remonter le Vespa. Le Vespa, j'avais déjà préparé toutes les pièces, je les avais démontées, révisées, stockées dans des petits sachets comme ça, ce qui permet que le remontage, c'est vraiment intéressant. C'est le moment le plus intéressant. C'est un peu comme une maquette, tu montes des pièces, ça c'est de la balle. Bon, poncer de la merde, c'est chiant quoi. Ça, tout le monde le sait, c'est comme ça. Alors pour ce Vespa, le remontage super top, c'est pas fini. J'ai commandé mes pièces sur Scooter Center. Et oui. Alors déjà, je te dirais pourquoi pas. Alors j'ai choisi, j'ai cherché, j'avais pas mal de pièces à prendre. Pas mal. J'avais des pièces à prendre pour ce Vespa. Et il fallait que je trouve un site qui fournisse à peu près toutes les pièces, pour éviter que j'ai à commander sur plein de sites, qui fournissent toutes les pièces à des prix acceptables et que le site soit intuitif. Alors j'ai choisi Scooter Center. Bon, finalement c'est en Allemagne, ça pose pas de problème, c'est quand même écrit en français. Pour la facture, non. Enfin la facture tu t'en fous un peu. Le site il est top, le site tu choisis ton modèle. Précis, la marque, la cylindrée, le modèle, etc. Tu as des éclatés, tu choisis tes pièces, c'est basculé sur le panier, évidemment je t'apprends rien, il y a quelques explications, il y a de la pièce plutôt d'origine, il y a de la pièce de refabrication, etc. De différentes qualités, tu choisis en fonction des dispos, de ton besoin, du prix, tu choisis. Écoute, j'ai commandé ça le dimanche, chez moi, évidemment, depuis chez moi. J'ai été livré le jeudi. Donc on peut dire que quand même, ces Allemands, ils sont efficaces. Ils m'ont pas pris pour un con. En tout cas, pas ce coup-là. Donc, c'est arrivé très vite. Le dimanche commandé, le lundi, je reçois un message comme quoi ma commande est prête à être expédiée. Le jeudi, c'est à la maison. Et puis, le week-end qui a suivi, on a commencé le remontage. Quelques jours, et tu vois, c'est pas mal. Je vais quand même retourner vers Scooter Center pour commander le bol de phare parce que j'avais le souhait sur ce Vespa de laisser certaines pièces un petit peu d'époque. Bon, la selle elle me plaît moyen, mais les poignées d'accélérateur, embrayage, frein, embrayage, le rétroviseur, tout ça, c'est pas neuf. Ça a un peu de vécu, mais j'avais le souhait de laisser quelques petites pièces comme ça qui sont un petit peu vieillottes, mais qui font carrément le boulot. Et puis à côté de ça, une peinture nickel, des caoutchoucs nickel et tout. Donc voilà. Écoute, on a tout démonté, tout révisé.
et en partie tout remonté. Il va nous rester le moteur complet, moteur, carburateur, échappement roue, tout ça c'est une seule pièce qui se met en dessous. Ça il faut encore que je le révise, ça je l'ai laissé un petit peu de côté. Mais sinon écoute, ce que je vais faire, je vais te montrer. Le voilà de plus près. Alors à la différence, ce modèle-là, il a une boîte à outils à l'intérieur. Tu peux y mettre ton bidon d'huile parce que là, contrairement au Vespa PX 125, les derniers Vespa, ils sont à mélange séparé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur ici, attends, je vais t'ouvrir. Hop. Pardon. Le 125 GTR, il a le réservoir évidemment sous la selle comme beaucoup de Vespa, mais c'est à toi de faire ton mélange tout seul. Donc tu mets ton essence et ton huile mélangée, c'est du 2 temps classique. Hein. Sur le Vespa 125, le PX, tu as un réservoir d'essence et un réservoir d'huile et tu as un système d'auto-lubrification. Celui-ci est plus rustique, c'est comme ça. Moi ça me va, au moins c'est sûr. Tu fais toi-même ton mélange, tu en assumes toi-même les responsabilités. Hop. Donc la petite boîte à gants ici, c'est sympa. Le 125 PX, lui, il a la roue de secours qui est ici. Au lieu d'être là, elle est intégrée en dessous. Ça, c'est vachement sympa. Bon, écoute. Et à ce moment-là, le PX, sa boîte à gants, elle est ici, à la place de la roue de secours. Tu as tout un coffre ici qui te permet quand même de rajouter tes gants, ta boîte, ton huile, etc., etc., tes lampes de rechange, etc. Bon, écoute, tout ça, c'est identique au PX, à tous les Vespa 125. Ici, le starter, tu tires dessus, et ici, le robinet d'essence. Qu'est-ce qu'on a? Écoute, le klaxon, il est visible là-dessus. Encore une fois, sur les PX, bah, tu as un carénage en plastique ici, et le klaxon est intégré. Bon, le look comme ça, c'est sympa. Ici, à l'avant, pas de changement, si ce n'est sur ce modèle-ci, tu es à frein à tambour, intégré à l'intérieur. Bon, le PX 125, les derniers, ils sont à frein à disque. Je mets un petit plus sur le frein à disque hydraulique quand même. C'est plus fiable, plus facile à l'entretien, plus moderne, plus efficace. Voilà, bon, les puristes, ils vont préférer le frein à tambour. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, le frein avant, ici, depuis la manette de frein, hein, classique, hein, pas de problème. Les Vespa sont comme ça. Ici, tu as une pédale. C'est la pédale de frein arrière. Ça tire un câble qui arrive ici. Et ça, c'est un frein à pied. Alors ça, c'est vraiment italien. Hein. Je vais te dire, il n'y a que pour faire un truc comme ça. Bon, écoute, tu as un frein à pied, un frein arrière à pied. Voilà, il faut s'y habituer, il faut s'y faire. Ici, j'en ai profité pour mettre toute la câblerie neuve. C'est-à-dire les câbles sur Scooter Center. Tu achètes le lot de câbles. Parce que tu as pas mal de câbles, je vais te montrer. Tu as déjà les deux câbles qui te servent à passer... où est le deuxième? Non, ici. Ici, tu as deux câbles, deux gaines. Ça sert à passer les vitesses. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 4, 3, 2, 1. Donc ça te permet de tirer, pousser. Tu as déjà deux câbles pour les vitesses. Un câble, hop, pardon, ici, pour le frein arrière. Un câble pour l'embrayage. Un câble pour l'accélérateur. Un câble pour le starter. Donc tu vois, tu as déjà pas mal de câbles. Il va encore y avoir un câble pour le frein avant et un câble pour le compteur. Donc ça te fait pas mal de câbles. C'est la partie difficile. C'est la partie un peu galère. C'est toute cette câblerie qui provient ici de tout l'intérieur. Tout transite là-dedans et descend dans le puits ici, dans la colonne et dans le puits central. Donc ça, c'est vraiment, prends des photos. Tu vois, je vais te montrer des photos en parallèle. Prends des photos parce qu'au moment du remontage, tu vas voir que c'est pas simple, tu te galères, par où ça passait, etc. Prends un max de photos pour te rappeler comment... Moi, je te conseille surtout s'il se passe 2-3 mois, voire 2-3 ans ou 2-3 décennies entre le moment où tu démontes et le moment où tu remontes. Moi, je te conseille fortement, fortement, fortement. C'est pour ça que moi, je fais comme ça, je prends des photos. Toujours sur Scooter Center, j'ai changé, c'est une durite vraiment spéciale, elle est bon, 8 mm intérieur, elle est très très épaisse. Voilà, elle est fun, elle est bleue. J'ai commandé une durite neuve qui va depuis l'intérieur du réservoir à son robinet, là, ici. C'est le moment de la changer. Je vais te dire, c'est pas plus tard. Et puis là, tu as le reste du parti
le reste du faisceau électrique moteur pour l'allumage et puis donc l'allumage et l'éclairage, tout transite ici. Donc écoute, moi je trouve que quand même, il a repris grave du poil de la bête ce scooter. La selle peut-être mériterait une selle neuve, c'est facile à changer, tu as 3 boulons, tu changes. Je laisse le choix aux collègues d'acheter une selle neuve éventuellement pour l'upgrader un petit peu quoi. Bon bah la roue de secours, hein, c'est vraiment spécifique au Vespa d'avoir un scooter avec roue de secours. Écoute, j'espère que tu t'en serviras pas tous les jours, mais quand même c'est sympa. C'est quand même le Vespa, il est à la fois super fun en look. Moi je trouve super top à restaurer parce que ça prend pas beaucoup de place, c'est gérable, tu trouves toutes les pièces et tout. Et en plus c'est super efficace. C'est un 2 temps mais 125. C'est assez péchu, ça marche bien, ça monte à 80 à l'heure, c'est relativement très efficace pour faire de la ville, des bords de plage, etc. C'est vraiment super efficace, super fun, je crois indémodable. Je regrette quand même d'avoir vendu mon PX 125, mais écoute, je peux pas tout garder. Donc celui-là, voilà, écoute, regarde un peu. Est-ce que je suis barjot? Je t'ai dit, une peau de bête, et avec ça, un poêle à bois, et t'es au top du top pour rénover un Vespa 125. Laisse-moi encore, hop, je dirais une petite semaine quand même, entre, il faut que je commande le bol de phare. J'avais pas le modèle exact, il y a 2 ou 3 modèles, voilà, donc c'est bien expliqué sur le site, mais je ne l'avais pas avec moi, donc il était resté au boulot, j'ai pas pu le commander, et peut-être que j'aurais oublié quelque chose pour le moteur, donc je vais attendre quelques jours, je vais continuer à finir de le remonter, là il me reste des marchepieds là à mettre, d'ailleurs c'est mis avec des rivets comme ça, c'est pas évident, c'est mis avec des rivets comme ça, c'est des rivets à mater au marteau quoi. Tu les mets dedans et tu les écrabouilles de l'autre côté calmement. C'est pas évident à mettre, c'est du rivet aluminium, mais écoute, c'est bien fourni avec, hein, avec tous ces trucs là, tu vois les finitions qui vont bien là, ici. Hop, t'as des trous qui sont déjà et qui correspondent. Ça c'est en aluminium, voilà. Et c'est vendu avec également le joint neuf que tu mets dedans. 2-3 outils, un peu de graisse, du corps creux pour l'intérieur. Écoute, il est plus vieux que moi, il est de 1977. Là, il reprend un petit peu du poil de la bête. S'il est entretenu, il peut encore repartir pour quelques années facilement, quoi. Moi, je vois des Vespa 125 qui dorment dehors. Bon, bah ça le fait, hein, mais ils pourrissent quand même. Hein. Là, celui-là, il va être entretenu aux petits oignons et sortir au beau jour. J'ai confiance aux collègues pour en prendre soin. Espérons qu'il ne le fasse pas tomber, ça serait dommage. Et donc voilà. Allez, petite vue encore. Moi, je le trouve génial. Je sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je trouve de la balle. Bon, écoute, ce qu'on va faire, on va quand même jeter un coup d'œil. J'ai reçu 2-3 bricoles pour la 310 4 cylindres. Allez, on va à l'atelier. Ça y est, on est de retour dans le garage. Alors, j'attendais des pièces, mais j'ai pas reçu grand chose. Ce qui fait que, bon, bah, t'as vu sur le scooter, ça nous a pris pas mal de temps. Cette semaine, j'ai pas beaucoup travaillé sur la 310, la 4 cylindres turbo. J'ai quand même fait des choses. Tu me parlais, l'autre jour, je te disais que je pensais à la position de mes bobines d'allumage. Tu vois, je pensais peut-être les mettre ici, mais finalement, je vais faire un support. Je les mettrai bien dans l'alignement du moteur, comme ça, tu vois. Ça pourrait fitter plutôt pas mal. En termes de vibration, tout ça, ça me paraîtrait plutôt de la balle. Alors, tu me parlais, tu me disais, ouais, la différence entre une bobine d'allumage normale, une jumeau statique, une bobine crayon. D'ailleurs, est-ce que j'ai une bobine crayon? Je regarde. J'en ai. Mais j'en ai pas sous la main. Bref, c'est pas grave. Alors, ce qu'on voulait faire, ce qu'on pouvait faire, ce que l'on va faire d'ailleurs. Je t'ai encore fait. Attends, je regarde quand même. Je suis sûr que j'en ai. Mais comme elle m'intéresse pas, le modèle que j'ai ne m'intéresse pas et que
je suis parti sur du double jumeau statique. Je vais t'expliquer la différence à travers, encore une fois, un schéma. Alors, le premier schéma qu'on voit ici, en fait, je t'ai fait 3 schémas. Un ici, un ici, un ici. Le premier schéma qu'on voit ici, là, tu es sur un système type Renault Rodeo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, 4L, Fiat 500, un allumage à rupteur avec une bobine simple. En fait, tu as ta bobine simple, tu as un peu comme, voilà, je t'en montre une, voilà, qui va être alimentée par du 12 volts, après contact évidemment, mais ça on s'en fout, par du 12 volts, qui va être connecté également à la masse par un rupteur. Le rupteur, il va fermer, ouvrir, et à chaque fois que le courant va traverser et partir à la masse, l'intérieur ici, il y a double bobinage, ça va me créer une étincelle haute tension, qui va éventuellement passer par un distributeur 2 cylindres ou 4 cylindres ou 6 cylindres ou 8 cylindres, etc. pour aller faire une étincelle qui ira, elle, à la masse à travers la culasse. Donc là, on est sur une bobine simple qui est alimentée en permanence, qui va avoir des décharges gérées par le rupteur et qui va générer une haute tension. Alors toujours, on est toujours, hein, la haute tension, tu peux avoir 15 000 volts à 30 000, hein. Tu peux même avoir plus que ça, hein, mais 30 000 volts. En fait, ça se gère avec des résistances, des ballasts, etc. Quoi qu'il en soit, on transforme du 12 volts en 15 000 volts qu'on va distribuer dans un distributeur, un peu comme je te montre là, à la masse, et le tout piloté par un rupteur. Alors ici, c'est une pièce mécanique. Bon, bah ça marche, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui marche depuis la nuit des temps, qui marche, mais qui dit mécanique, dit usure. Donc il faut faire des réglages, voir son remplacement, rupteur, condensateur, ça se remplace. Si tu as des usures prématurées du rupteur, c'est sûrement par vieillissement de ton condensateur, qui évite de faire des arcs. Écoute, ça sera un autre sujet. Le deuxième montage, ici présent, c'est le montage en fait qu'on va faire. On a en fait la bobine jumeau-statique, comme on va installer sur notre véhicule. Cette bobine jumeau-statique, il va déjà falloir qu'elle soit alimentée en plus 12 après contact. Il va falloir qu'elle ait une masse permanente. Ça, c'est simplement pour pouvoir l'alimenter. On peut lui rajouter une masse, c'est sur le corps, les vis de fixation, c'est pas une obligation. Pour pouvoir générer des étincelles directement vers les bougies, sans passer par un distributeur, qui encore une fois, problème de précision, d'humidité, etc. On va aller directement piloter les bougies, 2 par 2. On a besoin d'un signal carré. Ce signal carré va être envoyé par le calculateur. Et ce signal, il ne va pas être inventé, il va être capté par le volant moteur, sa cible et son capteur régime, qui lui fait un signal sinusoïdal. Ouais, bon déjà, c'est fiable. Mais déjà, tu vois, plus complexe. On reprend. Le capteur régime génère un signal sinusoïdal. Le calculateur moteur va le remplacer par un signal carré. 1, 12 volts, 0, 12 volts, 0. Quelque chose de propre. Ce signal va être envoyé à la bobine. Et à chaque fois que le signal 12 volts, 0 transite dans la bobine, une étincelle est gérée. Système pas trop complexe, relativement très fiable et suffisamment performant pour le moteur que l'on va faire nous. On peut faire évoluer ce système avec des bobines crayon. Je t'en montre une là, si tu vois pas ce que c'est. La bobine crayon, elle va aller directement au plus proche de la bougie, une bobine par bougie. Ça, c'est carrément mieux, mais c'est encore plus complexe. On a toujours notre capteur régime qui va faire un signal sinusoïdal qui lui va être décodé par le calculateur moteur, envoyé en signal carré ici vers chaque bobine crayon. 4 cylindres, 4 bobines crayon, 2 cylindres, 6 cylindres, 8 cylindres, 12 cylindres, t'en fais au moins autant que tu veux. Chaque bobine, elle, va recevoir 1 plus 12, une masse et un signal par un fil ou par 2 fils. Bref, ça ne change pas grand-chose. Par contre, pour pouvoir faire la différence, rappelle-toi, celui-là, je fais 2 bougies, la 1 et la 4, ou la 2 et la 3. Pour pouvoir faire la différence entre les deux, il va falloir rajouter un capteur supplémentaire, c'est le capteur d'Arbracam, qui lui va tourner 2 fois moins vite que celui-là. Donc quand celui-là a fait 2 tours, celui-là a fait 1 tour, ce qui nous permettra de savoir où est la différence entre le cylindre 1
et le cylindre 4. Donc ça t'impose un capteur supplémentaire, c'est pas la fin du monde, mais ça rajoute un peu de complexité. Ça te permettra de gérer vraiment l'allumage bougie par bougie, d'avoir une précision beaucoup plus importante, mais j'aurai pas de gain vraiment à proprement dit pour mon montage avec un moteur qui ne va pas générer 3 fois la puissance espérée. Je vais pas en sortir 350 chevaux à 12 000 tours, etc. Moi, je veux quelque chose de fiable et de simple. Donc, je vais utiliser le système jumeau-statique. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu as compris un petit peu? Les premiers modèles 4L, Renault 5, etc. Là, on passe déjà sur, je vais dire, 205 injections, Clio injection, etc., etc. Et là, bah, tu as ça sur toi, sur ton moteur EB, en 3 cylindres, évidemment. Alors, c'est pas sur le moteur EB 3 cylindres, ce n'est pas, je m'étais promis de plus en parler, c'est pas l'allumage qui pose problème. Mais voilà, c'était pour la bobine crayon, c'est pour des véhicules relativement récents, de moins de 10 ans, à peu près, hein, tu m'en veux pas pour les dates. L'allumage jumeau statique, bon bah ça a 15 ou 20 ans, et puis bah le rupteur, ça en a 40, quoi. Il y a quoi entre les deux? Bah oui, il y a quelques évolutions. Et voilà, l'allumage électronique, mais à distributeur, etc. Tu peux mixer un peu des deux. Tu peux faire du semi-électronique, mais avec quand même un distributeur. Tu peux faire plein de choses. Donc voilà. Bon, écoute, je te montre quand même ce que j'ai reçu. Pas grand-chose. J'ai reçu quoi? Déjà, j'ai reçu le raccord qui, lui, rappelle-toi, va aller en dessous. Hop, je vais le mettre directement en place. Pour le retour d'essence au réservoir. Tac, il est mis en place, faudra le serrer. Ça, c'est quand il y aura trop de pression ici de la pompe à essence, le retour ira au réservoir. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Regarde ça, comment c'est de la balle. Un pommeau de vitesse en carbone. Alors, il n'est pas tout en carbone, mais écoute, dans le merdier de la caisse, là, bon, tu m'excuseras, l'intérieur n'est pas prêt du tout. Mais je voulais un pommeau de vitesse type boule de billard. Tac. Oh, c'est de la balle. Bon, bah, à l'intérieur, tu m'excuseras. Je voulais un pommeau de vitesse en boule de billard, mais boule de billard d'occasion, j'en avais pas. Ça allait me coûter 10 balles la boule. Bon, finalement, je l'ai pris en carbone. Elle est un peu plus lourde qu'une boule de billard, et c'est tout un intérêt. Autant il faut que tu gagnes du poids sur beaucoup de pièces de la voiture, autant le pommeau, si tu peux conserver un peu de masse, c'est mieux, ça t'enlève des vibrations, des sensations désagréables au passage des vitesses. Ça facilite même le passage des vitesses. Donc, si tu avais un pommeau de 2 kg, c'est mieux qu'un pommeau de 2 grammes. Voilà, bon, j'exagère, hein, 2 kg le pommeau, ça fait un peu lourd. On a reçu de chez Mécatechnique des flexibles de frein pour 4 cylindres. J'en avais que 2 sur 4. Et en plus, j'avais pas les vis, les raccords, les banjos. Donc finalement, acheter 2 flexibles plus des banjos, j'aurais été plus cher que de reprendre un kit 4 flexibles. Ce qui me permettra, parce que je pense d'ailleurs que sur la 4 cylindres, ils ont mis de V6. C'est quasiment les mêmes, mais pas de V6 phase 1. Mais c'est pas tout à fait les mêmes. J'ai un gros doute. Je vais mettre ces flexibles-là neufs et je garderai les 2 autres en pièces de rechange au cas où. Des trucs qu'on ne sert jamais. Mais bon, sait-on jamais, ou pour te dépanner si jamais tu voulais. Bon bah écoute, voilà, le projet, il n'a pas beaucoup avancé cette semaine. Mais ce que je te propose, c'est de te retrouver dimanche prochain. Même heure, même endroit. Merci pour tout, merci pour ton soutien. Et à très vite.